Le génocide des Tutsis au Rwanda. Bonjour à tous. Il y a 30 ans, le Rwanda, le pays des 1000 collines, comme on appelle ce petit pays d'Afrique centrale, s'est retrouvé au centre d'une des tragédies les plus effroyables du XXe siècle. Imaginez, 800 000 morts en 100 jours, soit une moyenne de 5 personnes tuées chaque seconde. Un génocide aussi rapide qu'impitoyable qui a principalement ciblé la minorité Tutsi, mais aussi des Hutus modérés qui se sont opposés à cette folie meurtrière. Le Rwanda a été le théâtre d'atrocités inimaginables, où les voisins se sont retournés contre les voisins, les amis contre les amis, transformant des communautés autrefois unies en champs de bataille. Mais comment en est-on arrivé là ? Quels ont été les facteurs et les événements qui ont conduit à un tel déchaînement de violence ? Et face à l'ampleur de ces massacres, quelle a été la réponse de la communauté internationale ? Plongeons ensemble aujourd'hui dans une des pages les plus sombres de notre histoire récente pour comprendre les racines profondes du génocide rwandais, ses mécanismes et voir comment après la tragédie, la justice a pu s'installer. Avant la colonisation, au XIXe siècle, la société rwandaise se compose de 3 groupes principaux. Les Twa, qui représentent environ 1% de la population, les Hutus, très largement majoritaires, autour de 84%, et les Tutsis à 15%. Ces 3 groupes ne sont pas vraiment des ethnies à proprement parler, mais plutôt des groupes socio-économiques. Ainsi, les Tutsis sont plutôt des éleveurs, les Hutus des cultivateurs, et les Twa des chasseurs-cueilleurs. Il existe d'ailleurs une mobilité entre eux et on passe assez facilement d'un groupe à un autre. Ces 3 groupes partagent d'ailleurs la même langue, le Kinyarwanda, et la même religion. Il est impossible physiquement de les distinguer. La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire. Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue et vont à la même église. Mais c'est pas pourquoi alors ? Et bah à cause de leur nez. Arrête. Durant des siècles, Hutus, Tutsis et Twa cohabitent, avec leurs différences sociales qui sont basées sur le pouvoir économique et politique. Mais au début des années 1920, l'arrivée des colonisateurs belges marque un tournant décisif. Pour asseoir leur pouvoir, les Belges optent en effet pour une stratégie assez classique de division. Ils favorisent un groupe sur les autres, en l'occurrence les Tutsis, en leur accordant un accès privilégié à l'éducation et aux postes administratifs. Ce choix du colonisateur cristallise les tensions et les divisions, et celles-ci s'accentuent encore à partir des années 1930, quand un changement majeur intervient, l'introduction de l'appartenance ethnique sur les cartes d'identité. Désormais, ce qui était auparavant un groupe socio-économique, Tutsi, Hutu, Twa, devient un groupe ethnique, immuable et transmis par la naissance. Après 1945, le Rwanda n'échappe pas à la tendance de fond de la décolonisation. Et ce sont les Tutsis qui sont les plus acharnés à revendiquer l'indépendance. Les Belges, qui veulent conserver leur colonie, changent alors d'alliance et se mettent à soutenir plutôt les Hutus. Les Tutsis connaissent alors des exclusions et des discriminations importantes. Et plus grave, des violences entre communautés éclatent. 20 000 Tutsis sont tués, 300 000 partent en exil. Et quand le Rwanda devient indépendant en 1962, les tensions ne retombent pas. Bien au contraire, les divisions ne font même que s'accentuer, alors qu'un parti unique s'installe au pouvoir. Oui, ce nouveau régime est dominé par les Hutus. Et il met en œuvre des politiques de discrimination systématique contre les Tutsis, limitant leur accès à l'éducation, à l'emploi et aux services publics. Alors les Tutsis en exil contestent ce régime, et depuis l'Ouganda, voisin, ils font régulièrement des incursions armées au Rwanda, provoquant des représailles contre les Tutsis qui sont restés au pays. D'ailleurs, ces Tutsis sont de plus en plus mal vus par une partie des Hutus. On les considère comme des Inyenzi. C'est un terme qui signifie cafard. Et les violences ne restent pas au Rwanda, elles s'exportent dans les pays voisins. Ainsi, en 1972, au Burundi, 80 000 à 200 000 Hutus, cette fois-ci, sont massacrés par l'armée locale qui est à dominante Tutsi. Ailleurs, en Ouganda, au début des années 80, la diaspora Tutsi, composée majoritairement de réfugiés du Rwanda qui ont fui les précédentes vagues de violence, commence aussi à s'organiser politiquement et militairement.
En 1987, suite à de nouveaux massacres de Tutsis au Rwanda, une partie de cette diaspora Tutsi va créer le Front patriotique rwandais, FPR. C'est un mouvement politico-militaire dirigé par Paul Kagame, un Tutsi réfugié en Ouganda. Et ce FPR a pour objectif le retour des exilés Tutsis et le renversement du régime Hutu en place au Rwanda. Alors le FPR ne se limite pas aux Tutsis, il noue également des alliances avec des Hutus qui sont opposés au régime du président Juvenal Habyarimana. Ces Hutus d'ailleurs étaient tout autant marginalisés, victimes de la corruption et de la violence du régime. En 1990, le FPR lance une offensive contre le Rwanda, déclenchant une guerre civile pendant 4 ans. C'est une guerre qui est extrêmement meurtrière, qui finit par d'ailleurs une défaite du FPR qui est repoussée sur ses bases, défaite encouragée par des interventions étrangères, notamment belges et françaises. Et cette guerre entraîne surtout le déplacement de millions de personnes et elle conduit à une radicalisation des Hutus. Des milices Hutus extrémistes, comme les Interahamwe, sont créées et vont propager une idéologie haineuse envers les Tutsis. Une propagande qui va utiliser notamment la radio des 1000 collines et qui joue un rôle crucial. Alors c'est une radio qui va être contrôlée par les Hutus extrémistes et qui diffuse des messages de haine et qui incite à la violence contre les Tutsis. Alors si on rajoute à ça la crise économique que connaît le Rwanda, on comprend que tout est en place pour la tragédie qui s'annonce. La situation dégénère brutalement le 6 avril 1994 avec l'assassinat du président Habyarimana. Son avion est abattu et on ignore encore à ce jour par qui. Mais une chose est certaine, le génocide se déclenche aussitôt, preuve de son anticipation et de sa planification par le groupe radical Hutu Power. Quelques heures seulement, imaginez, quelques heures seulement après la mort du président, la première ministre et d'autres ministres Hutus modérés sont assassinés. Oui, il ne doit pas y avoir de voix discordantes dans ce qui se met en place. Sans président, ni première ministre, un gouvernement extrémiste prend le pouvoir, appelant ouvertement à l'extermination des Tutsis. Des barrages routiers sont érigés et l'armée rwandaise, épaulée par des milices, commence à cibler non seulement les Tutsis, mais aussi les Hutus modérés opposés au génocide. Et cette milice Interahamwe va jouer un rôle crucial dans l'escalade de la violence. Elle est aidée par la propagande virulente qui est diffusée par les médias comme la radio des 1000 collines. Quand les gens me demandent pourquoi je déteste autant les Tutsis, je leur réponds, lisez notre histoire. Les Tutsis étaient les collaborateurs des colons belges. Ils ont volé la terre des Hutus, ils nous ont dépossédés et ils sont revenus, ces espèces de rebelles. Ce sont des cafards, ce sont des meurtriers. Le Rwanda est la terre des Hutus. Nous sommes majoritaires. Ils sont une minorité de traîtres et d'envahisseurs. Nous éradiquerons l'infection. Et la population civile est totalement impliquée dans les massacres, transformant des communautés qui étaient autrefois unies en terrain de violence extrême. C'est un véritable génocide de voisinage, de proximité, où voisins et membres de la famille se retournent les uns contre les autres. D'ailleurs, ce génocide répond bien aux 3 critères définis par le droit international pour le qualifier ainsi. Il a été planifié, comme on le voit avec la rapidité de sa mise en œuvre. Il est intentionnel, car il y a une volonté très clairement exprimée de massacrer tous les Tutsis. Il est systématique, car aux yeux des génocidaires, pas un seul Tutsi ne doit en réchapper. Des familles entières sont massacrées, souvent par des connaissances ou des voisins, dans des lieux censés être des refuges, comme des églises ou des hôpitaux. Quand on marche dans l'herbe, là-bas, autour de Kigali, on marche sur des crânes d'enfants coupés, on marche sur des corps qui ont été mangés par des chiens. Pas un membre de la famille n'a réchappé. Et pour tuer, les génocidaires utilisent des outils agricoles qu'on a détournés de leur fonction, des gourdins renforcés de clous, et bien souvent des machettes. La communauté internationale reste hésitante face à ces événements terribles. Elle ne voit pas tout de suite qu'il s'agit d'un génocide, et les grandes puissances se divisent sur une intervention. Ce n'est que 2 mois et demi après que les massacres aient commencé,
le 28 juin 1994, que le rapporteur de l'ONU qualifie pour la première fois les événements du Rwanda comme un génocide. Quelques jours plus tôt, l'opération Turquoise a été autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors c'est une opération militaire avec un mandat humanitaire, organisée par la France, qui envoie 2500 hommes au Rwanda. Alors cette opération a pour mission de, je cite, « mettre fin au massacre partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force ». Fin de citation. Bon, dans la réalité, elle sauve des centaines de civils, mais elle permet également à certains soldats, officiels et miliciens impliqués dans le génocide de fuir le Rwanda. En fait, cette mission turquoise souligne en creux le rôle ambigu des autorités françaises, qui ont longtemps soutenu le régime génocidaire en place au Rwanda. Plus largement, l'ONU, la France et la Belgique sont scrutés, critiqués pour leur rôle avant, pendant et après le génocide. Alors justement, quel est le bilan de ce génocide ? Il est terrible. Les parachutistes français sont arrivés à Changi et c'est là qu'ils ont découvert les signes des massacres. Ils ont vu la grande église avec le sol rouge de sang. Derrière l'église, ils ont vu les fosses communes, des tas de terre. Il suffit de donner un coup de botte dedans pour tomber sur des restes humains. Autour de l'église, il y a des bâtiments détruits à la grenade. On comprend bien qu'ils étaient pleins de réfugiés. Un religieux affirme que 4000 Tutsis ont été tués à Changi. Le pays est dévasté. Entre 800 000 et 1 million de personnes, principalement des Tutsis, des Twa et des Hutus modérés, ont perdu la vie. Des millions ont quitté le pays. On estime aussi entre 150 000 et 250 000 le nombre de viols commis durant cette période. Le génocide a des répercussions importantes au-delà des frontières du Rwanda, notamment en République démocratique du Congo, alors Zaïre, exacerbant les tensions régionales. La justice rwandaise est dépassée par l'ampleur des crimes et le nombre de suspects, 120 000 environ, qui sont à juger. Un ensemble de mécanismes de justice et de commémoration est mis en place, visant à poursuivre les responsables, honorer la mémoire des victimes et favoriser la réconciliation nationale. Pour faire face à l'ampleur des crimes, l'ONU établit en novembre 1994 le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, pour poursuivre les auteurs du génocide et d'autres violations graves du droit humanitaire international. Sur 50 cas, le TPIR va en condamner 29. La justice rwandaise juge d'autres situations, mais surtout le pays instaure des tribunaux populaires que l'on appelle gacaca, un terme qui signifie gazon, car les procès se déroulent en extérieur, sur le gazon donc. Ces tribunaux jugent les suspects de génocide au sein de leur communauté, en se concentrant sur des crimes autres que la planification du génocide ou le viol. Et alors ces gacaca vont réaliser un travail colossal, puisque près de 2 millions de cas sont traités, avec des condamnations pour les 2/3 des situations. Ils permettent aussi la libération de la parole, et donc facilitent la réconciliation nationale. Alors tous ces efforts de justice et de mémoire après le génocide visent non seulement à rendre justice aux victimes et à leurs familles, mais aussi à reconstruire le tissu social du Rwanda, en s'efforçant de surmonter les divisions passées, avec pour l'avenir une vision d'unité et de réconciliation. Alors cela demande de gros efforts dans les villages, où les génocidaires, sortis de prison quelques années plus tard, sont parfois retournés vivre auprès des familles de leurs victimes. Mais c'est nécessaire pour retisser les liens dans le pays aux yeux du gouvernement rwandais. Celui-ci a d'ailleurs instauré un ministère de l'unité nationale et un temps de commémoration de 100 jours qui commence généralement le 7 avril. 100 jours comme les 100 jours du génocide. Alors ce génocide a, on le comprend, laissé des cicatrices profondes dans le pays. Mais il en a laissé aussi dans toute la région des Grands Lacs, avec des tensions et des conflits durables. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. S'il vous a intéressé, que vous en avez envie, vous pouvez soutenir mon travail en laissant une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Je lis tous les commentaires avec grand plaisir. N'hésitez pas à me proposer aussi des sujets d'épisodes. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.